Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. Imaginons un peu la scène. Au cœur de l'été 2011, 2 plaisanciers qui naviguent tranquillement au large de l'Orient découvrent une grosse valise qui flotte devant eux. Ils s'approchent et distinguent alors un pied humain qui sort du bagage. Commence alors une incroyable enquête, car les gendarmes ne disposent que d'un seul indice pour identifier ce corps, une clé retrouvée dans une poche. Avec ce seul élément, ils vont remonter jusqu'à un meurtre particulièrement sordide. Vous écoutez l'affaire Farid Ouzane, première partie. Le 13 juillet 2011, 2 plaisanciers à bord de leur voilier quittent le port de Locmiquélic pour prendre le large. Robert Lagotrière, directeur d'enquête. Et en sortant de la rade de l'Orient, ils remarquent un objet flottant. Quand ils s'approchent, ils se rendent compte que c'est une grosse valise. Ils essayent de la mettre à bord, mais elle est trop lourde. Ils font une entaille dedans pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un pied humain qui va sortir. Et là, c'est un moment de panique et tout. Donc, de suite, il prend la radio, il va lancer un message de détresse, de Médée, Médée, Médée. Très vite, c'est de la gendarmerie maritime qui intervient. Il doit être 12h30 quand la valise est découverte. Il est 13h30 quand les gendarmes sont en possession de cette découverte macabre. Les découvertes de corps en mer, c'est assez fréquent en gendarmerie maritime. Ce qui est moins fréquent, c'est de découvrir un corps à l'intérieur d'une valise. Donc là, on sait qu'on a déjà affaire à quelque chose de sérieux. Ronan Picard, directeur opérationnel. Et en fait, moi, j'arrive directement à l'hôpital, à la morgue, où la valise vient d'arriver. La première envie, c'est d'aller voir ce qu'il y a dans la valise et vraiment de savoir à quoi on est confronté. Il faut y aller très doucement et ne pas se précipiter et prendre son temps. On ouvre la valise. Amélie Kamenoff, juge d'instruction. Et c'est vrai que là, on découvre donc un corps masculin qui est recroquevillé en position fétale, qui est enroulé dans une bâche plastique. Il est habillé avec un blouson, un jean, et il n'a pas de chaussures. Le corps lui-même a des entraves au niveau des mains, avec du scotch. Les cuisses et les jambes sont aussi scotchées ensemble. Il est couvert d'ici jusque-là, en plusieurs couches de scotch pour cacher le visage, quoi. Le corps est très abîmé par le séjour dans l'eau de mer, ce qui va rendre d'autant plus difficile ensuite les constatations médico-légales qui vont avoir lieu. Et donc, les légistes vont devoir exploiter ce corps pour déterminer les causes de la mort. Cet individu est donc masculin, d'origine méditerranéenne a priori. On n'a aucun élément nous permettant d'établir l'identité de la victime. Évidemment, il n'y a pas de pièce d'identité sur lui. Il n'a pas de tatouage descriptif. Les légistes vont remarquer quelques contusions, mais qui ne sont pas d'origine mortelle. Il n'y a aucune trace de sang, il n'y a aucune plaie, il n'y a pas de balle, il n'est pas mort par balle. Il y a plusieurs questions qui se posent, à savoir est-ce qu'il est mort avant ou après d'être jeté à l'eau ? Est-ce qu'il est décédé avant ou après d'être ligoté ? Voilà, donc là, à ce moment-là, toutes les pistes sont ouvertes et toutes les pistes doivent être explorées. La seule conclusion du légiste, ça va être une mort par asphyxie et elle est confirmée par la position du masque sur le visage qui a bouché les voies aériennes. Ce bâillon est tellement serré qu'il a entraîné l'asphyxie de la victime par suffocation. Quand on enlève ce ruban adhésif, il est totalement défiguré avec une figure monstrueuse. Donc la réaction, c'est de dire, voilà, maintenant il va falloir tout mettre en œuvre pour très vite savoir à qui on a affaire et ce qui s'est vraiment passé. Des investigations sont faites pour relever ces empreintes.
et un prélèvement ADN au cours de l'autopsie. On a comparé ces empreintes à la fois au fichier des empreintes génétiques et au fichier des empreintes digitales. Et il s'est avéré que cet individu n'était connu d'aucun des deux fichiers. Ce qui fait que, on a dû trouver d'autres pistes d'enquête. Sur le corps en lui-même, on n'a rien. Par contre, à côté de ça, on a une valise, on a une bâche, on a du bout de pêche, les tenues vestimentaires, le blouson, le jean, la ceinture, le t-shirt. Et puis surtout, le trousseau de clés qu'on retrouve dans la poche arrière de son jean. Trouver un corps comme ça, ligoté, enrubanné dans une valise, on voit ça dans les films d'habitude. Il va falloir chercher l'identité de cette personne déjà et voir qui a pu faire ça et pourquoi. Comme le disent les enquêteurs, en fait, c'est toujours la victime qui permet de remonter à l'assassin. Rémi Champsay, co-auteur de La clé de l'énigme. Encore faut-il savoir qui est la victime. Et là, le problème, c'est que c'est un inconnu absolu. La gendarmerie maritime se retrouve chargée d'une enquête pour homicide. Et peut-être c'est une des explications des moyens absolument considérables qui ont été développés dans cette enquête, totalement exceptionnelle. C'est que les gendarmes maritimes se sont dit il faut qu'on soit à la hauteur. Donc on va mettre non pas les bouchées doubles, mais les bouchées triples pour élucider cette affaire hors du commun. Vu l'ampleur du dossier, on aura une cellule valise 56 qui sera constituée de 11 enquêteurs. Et à partir de là, on est tous, comme on dit, la tête dans le guidon. Et on ne verra pas les mois passés, on ne verra pas les années passées. On se concentre vraiment dans un premier temps uniquement sur l'identification de la victime. Et on commence sur le plan local. Les enquêteurs se disent, à juste titre, que d'une manière ou d'une autre, quelque part, quelqu'un doit chercher cet inconnu. Un père, un fils, un frère, un voisin, un ami, il doit être porté disparu quelque part. Donc il faut faire savoir qu'on a trouvé cet inconnu. C'est au sud-ouest de la pointe de Gavre que mercredi 13 juillet, deux plaisanciers aperçoivent une valise flottant sur l'eau. À l'intérieur, ils découvrent le corps entier d'un homme de moins de 40 ans. Une information a été ouverte des chefs de séquestration et assassinat. L'enquête diligentée est complexe, puisqu'on est dans une période de vacances. Donc il y a des gens qui ont pu disparaître sans que leurs proches ne soient au courant. Aucune piste n'est aujourd'hui écartée. À ce jour, le corps ne correspond à aucune disparition signalée dans la région. Et finalement, on n'aura rien. Et finalement, on se dit que c'est quelqu'un qui ne manque à personne. On prend assez vite la décision d'élargir les recherches au niveau national, mais également au niveau international, puisque rapidement, on va solliciter notamment Interpol, puisque à ce moment-là, on ne peut pas encore dire si la valise a été jetée depuis la côte ou si elle a été jetée au large par un bateau qui passerait. On sait qu'on a beaucoup de migrants qui arrivent de Lampedusa, qui peuvent arriver partout en Europe. Et alors on imagine plein de choses. Ça peut être un règlement de compte, ça peut être aussi le milieu mafieux qui va dire voilà, si vous réglez pas le passeur, voilà comment vous allez finir. C'est gigantesque, quoi. En termes d'investigation, on sait d'ores et déjà qu'on va partir sur un travail de longue haleine. On a analysé le sable qui a été retrouvé et dans le cordage et dans la valise. Les enquêteurs ont fait des prélèvements de sable sur toute la côte littorale. Ont été également expertisés les éléments marins qui s'étaient développés à l'extérieur de la valise. Et ça nous a permis d'établir que la valise avait séjourné dans l'eau au moins 3 semaines ou 1 mois. Donc c'est intéressant pour nous parce que ça veut dire que notre cadavre, il n'est pas mort en 8 jours. Et donc on n'est plus à début juillet, mais on est plutôt entre la mi-juin et fin juin. Plus le temps passe, plus les portes se ferment, plus on se demande un petit peu ce que va devenir cette enquête. Et plus le juge d'instruction pense à éventuellement faire un non-lieu, puisqu'on finit par se retrouver dans une impasse. Alors c'est vrai que là, il était complètement impossible de diffuser la photo du visage de la victime, compte tenu de son état après son séjour dans l'eau. C'est comme si on prend la photo d'un boxeur à la fin d'un match qui a une tête comme ça. L'identification ou la demande de reconnaissance d'individu ne sera pas utile, quoi.
Donc la solution que l'on a trouvée, c'est de faire procéder par les services de l'IRCGN à une reconstitution faciale. L'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale sait faire ce genre de choses, c'est-à-dire qu'à partir d'un crâne, on peut reconstituer un visage. Grâce au travail des experts de la gendarmerie, les enquêteurs vont disposer d'un portrait de la victime qui va faire l'objet d'une diffusion publique. Mais contre toute attente, c'est un autre élément qui va faire avancer de manière déterminante leurs investigations. Là, on est à un stade des investigations où on a pu faire cette reconstitution faciale. Christine Lecrom, ancienne procureure de Lorient. Qui vaut ce qu'elle vaut avec les méthodes de l'époque, mais qui donne un visage à cette victime. Et donc c'est sur la base de cette reconstitution qu'on a procédé à un nouvel appel à témoins. Voilà à quoi pourrait ressembler l'homme retrouvé asphyxié dans une valise flottant dans la rade de Lorient en juillet dernier. Un homme brun, de type méditerranéen, d'1,79 m, corpulence moyenne, âgé entre 36 et 56 ans. Après 8 mois, la gendarmerie maritime a donc décidé de lancer un appel à témoins en montrant les effets personnels de la victime. Cette ceinture Dolce & Gabbana et cette clé retrouvée sur le corps pourraient bien rappeler quelque chose à quelqu'un. Il faut qu'on s'attache à ce que le public qui va lire le journal, qui va lire la presse, qui va lire ça, puisse réagir et nous amener à l'élément, parce que on se dit toujours qu'il y a toujours quelqu'un qui a vu quelque chose quelque part à un moment donné. Donc il y aura peut-être un appel, et celui-là, faut pas qu'on le rate, quoi. Mais malheureusement, rien n'a pu faire avancer l'enquête. En fait, au fil des mois, il nous reste que cette clé, et on va exploiter cette clé au maximum de ce qu'on peut faire. Donc les enquêteurs se sont rapprochés de la société qui fabriquait la clé en question et qui a pu nous indiquer qu'en fait, cette clé, précisément, faisait partie d'une série de 399 clés. Ce qui fait que la clé que nous, on a de notre cadavre va ouvrir une serrure sur les 399. On se dit qu'on ne peut pas ne pas trouver. Elle est parmi les 399. Ça peut paraître fou, mais on se dit, ouais, bon, allez, 400 serrures, c'est pas si énorme. Ok, banco, on y va. On fonce. Il y a bien un moment où ça va matcher. On a pris une carte de France et on a identifié partout où une de ces 399 serrures a été vendue. Et petit à petit, on va remonter du grossiste au semi-grossiste, au serrurier. Ce qui se passe, et c'est complètement surréaliste, c'est que vous avez des gendarmes maritimes qui quittent donc Lorient pour quadriller toute la France. Donc on monte à Dunkerque, on monte à Lille, on va à Marseille, on va à Clermont-Ferrand, on descend sur Bordeaux. On continue, on a l'engouement, on y va, quoi. On est à 16 mois d'enquête, on fait du porte-à-porte, on a fouillé un peu partout. Patrice Mazier, enquêteur. Et là, je me présente dans un établissement chez un serrurier auprès Saint-Gervais. J'explique tout simplement au patron de la serrurerie que j'étais gendarme maritime et qu'il allait peut-être pouvoir m'arranger. Un souci, c'est que j'avais un cadavre dans une valise qui n'était pas identifiée depuis 1 an et demi pratiquement. Que dans une des poches du cadavre, il y avait une clé qui collait à une serrure un peu particulière, donc une serrure vachette sécurisée. J'ai pas vraiment le temps de finir, qui m'explique qu'il a changé une serrure de la même marque, du même type, chez un type qui donne pas signe de vie depuis 1 an et demi. Là, ça commence à être pas mal. C'est vrai qu'on se rappelait avoir posé une serrure comme ça suite à un dégât des eaux dans un appartement. Notre syndic qui nous a demandé de remplacer la serrure pour pouvoir accéder à l'appartement, de faire une ouverture. Donc on a ouvert la porte. Laurent Legrand, serrurier. Remplacer les serrures et on a reposé des nouvelles serrures à la place, quoi. Ce serrurier m'amène l'épave de serrure qu'il avait cassée. Le syndic m'avait peut-être dit aussi de le garder provisoirement en attendant que le copropriétaire ou le locataire revienne ou des choses comme ça. Ils vont l'insérer dans le barillet. Le premier verrou va sauter. Le deuxième verrou va s'effacer. Et au troisième verrou, le peigne du boîtier s'ouvre. Et là, ils nous disent effectivement, vous avez la clé de la serrure. Et là, on est sûr. Je pense qu'ils étaient peut-être un peu soulagés, mais ils m'ont juste demandé de rien dire tant que l'histoire sortait pas, quoi. D'en parler à personne. On a cherché dans toutes les directions, on a cherché à l'international. Et là, il y a ce serrurier auprès Saint-Gervais, auprès de Paris, là, qui détenait la clé du mystère, quoi. Au moins la serrure.
C'est ça qui est fou. Et une fois de plus, ça démontre que dans une enquête, il faut 99,9% de travail et 0,1% de chance. Et là, pour le coup, les gendarmes ont eu les deux. Je saute sur mon téléphone et j'appelle le directeur d'enquête, Robert. Et puis je lui dis, écoute, là, ce coup-là, je crois que c'est bon, je l'ai. Ok, ça retombe. L'impression d'avoir accompli quelque chose. Voilà, en fait, quand je passe le coup de fil, en fait, je suis content, je suis comme un gamin. Je dis, c'est bon, on a trouvé l'aiguille dans la botte de foin. Là. On sait. Voilà. Quand le directeur d'enquête m'appelle pour me dire que ça y est, on a trouvé la serrure, pour moi, l'enquête, elle commence. Amélie Kamenoff, juge d'instruction. C'est vraiment le début de l'enquête criminelle. C'est-à-dire qu'enfin, on va pouvoir mettre un nom sur cette victime et puis essayer d'identifier les personnes qui seraient susceptibles de lui en vouloir. On sait que cette serrure a été retirée d'un appartement dans le 8e arrondissement, 41 rue Boissy-d'Anglas, à Paris. On va faire une perquisition dans le logement. Si c'est le domicile de notre victime, c'est peut-être aussi la scène de crime. Donc pas question de rentrer comme ça au hasard. Pour appuyer nos premières constatations, et comme ça se fait souvent dans le cas de disparition de personnes, on a prélevé la brosse à dents et puis peut-être même le rasoir. Et on fera une exploitation ADN de ces produits-là qu'on va faire vérifier avec l'ADN de notre cadavre. Et là, on va avoir les résultats positifs. Donc on peut dire à partir de là que le cadavre à la valise s'appelle Farid Ouzan. 15 mois après la découverte de ce corps d'inconnu dans une valise flottant au large de l'Orient, enfin, les enquêteurs arrivent à mettre un nom dessus. Farid Ouzan, c'est un homme d'origine marocaine, âgé de 55 ans. C'est quelqu'un dont quasi judiciaire et vierge. Et il a grandi à Paris, dans le 18e arrondissement. Finalement, on a assez peu d'informations sur les conditions dans lesquelles il grandit et sur ce qu'est sa jeunesse. C'est quasiment une ombre, c'est quelqu'un qu'on voit pas, qui fait pas de vagues. Après, qu'est-ce qui se passe dans une enquête comme ça? On va fouiller dans les comptes bancaires, on essaye de fouiller sur son train de vie, son voisinage, aller voir la gardienne de son immeuble, savoir depuis quand elle l'a vu ou pas vu, quand est-ce qu'elle a eu de ses nouvelles. Comme il est souvent en train de circuler entre la France, le Maroc, il est toujours très discret, on le voit très peu, il a très peu de contacts. C'est difficile de savoir qui a vu Farid Ouzan pendant les derniers jours de sa vie. Nicolas Lignol, avocat de la famille Ouzan. Au fond, il disparaît comme ça sans que personne s'y intéresse plus que ça. Vous pouvez tout supposer à cet instant-là, mais il y a quand même quelque chose qui nous interpellait. Le type était mort. Et pour autant, les loyers continuaient à être payés. Le courrier ne s'accumule pas devant l'appartement. Il y a forcément quelqu'un qui faisait vivre administrativement Farid Ouzan. On va se poser la question, quel est l'intérêt de continuer à faire vivre cette personne, décédée quelques mois plus tôt, si ce n'est de cacher une partie de la vérité? Nos investigations sur Farid Ouzan nous ont aussi amené à découvrir qu'il avait en réalité une double vie. C'est-à-dire qu'il avait une vie très discrète en France. En revanche, il a été établi qu'il menait une vie très très confortable à Agadir, au Maroc. C'était la grande vie avec les grands moyens, beaucoup d'argent, grande maison, grosse voiture. On s'aperçoit aussi rapidement qu'il se fait connaître sous différentes identités. Et que si son vrai nom c'est Farid Ouzan, la plupart du temps, les gens le connaissent sous le prénom de Michael. Et donc il avait deux vies comme ça, totalement séparées. Michael d'un côté, Farid Ouzan de l'autre. Et plus les enquêteurs vont avancer, plus ils vont découvrir des choses absolument étonnantes sur ce Farid Ouzan Michael. On sait qu'il est employé d'un salon de massage au 19 rue Moncey, où il a un emploi de technicien de surface, homme de ménage. Et que sa démission a été enregistrée en novembre 2011, c'est-à-dire, de façon étonnante, postérieurement à la découverte du corps dans la valise. Donc ça va devenir plus qu'intéressant, puisque ce salon est, depuis sa disparition, géré par une personne de sexe féminin, Sabrina. Donc l'environnement va être poursuivi à la fois sur Farid Ouzan, mais également sur cette gérante de fait du salon de massage.
On va apprendre très rapidement qu'en fait, c'est un salon de prostitution et que ces activités sont les activités d'un proxénète. À partir du moment où les enquêteurs s'aperçoivent de l'activité réelle du salon, évidemment, ils se rapprochent de la brigade de répression du proxénétisme. On est reçu par un groupe d'enquêteurs qui me dit « Alors ça y est, vous l'avez retrouvé, mon indicateur ». On nous dit c'est pas dur, Farid c'est un tonton, c'est un informateur. Donc en gros, il était rémunéré contre du renseignement qu'il pouvait donner au service de police. Compte tenu de la personnalité sulfureuse de Farid Ouzane, les hypothèses concernant le ou les auteurs de son meurtre ne manquent pas. Les enquêteurs vont tout envisager pour essayer de comprendre qui aurait eu intérêt à le faire disparaître. C'est la deuxième complexité du dossier. Après l'identification de la victime, c'est cette personnalité un peu multiple, avec plusieurs facettes. À partir de ce moment-là, il va falloir envisager toutes les hypothèses. Dans ces milieux de la nuit, du sexe, milieu de l'argent, beaucoup de monde peut en vouloir à Farid Ouzane. On va entendre les fonctionnaires de la brigade de répression du proxénétisme pour avoir quelques éléments sur son activité, sur les affaires qu'il a pu apporter, qui auraient pu susciter un règlement de compte. Il aurait donné des éléments donc sur le dossier Zaya qui a été médiatisé à une époque, et sur Monsieur Henri Bottet, qui était connu pour être le parrain un peu de tous les pipe shows et milieux parisiens de la nuit. Tout de suite, les enquêteurs se disent le caïd de Pigalle a fait assassiner Farid Ouzane pour se venger. Rémi Champsay, co-auteur de La clé de l'énigme. Les confrères de la BRP leur répondent « Non, c'est pas possible. Si un caïd du proxénétisme voulait se venger, il n'aurait pas balancé le cadavre de sa victime à Lorient, à des centaines de kilomètres. Au contraire, il l'aurait laissé dans son sang au milieu de Pigalle pour que d'éventuels autres traîtres comprennent qu'il ne faut pas trahir le caïd. » Pour nous, ça collait pas. Et ça nous ramenait toujours, pourquoi Lorient si on est dans le milieu parisien? On n'a pas besoin de traverser la moitié de la Bretagne pour le jeter dans une valise devant la pointe de Gave, quoi. Donc ça tient pas. Les gendarmes vont se concentrer sur le salon de massage. Et puis surtout s'intéresser aux 2 personnes qui travaillaient dans ce salon de massage en 2011. Et ils découvrent, en fait, qu'il y avait 2 jeunes femmes. Une qui est toujours la gérante du salon de massage, Sabrina, et une autre qui a quitté le salon de massage à la fin de l'été 2011, qui s'appelait Claudia, et que tout le monde surnommait la Bretonne, car elle venait de Lorient. Donc là, on a l'impression quand même qu'on est en train de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant, et on décide que c'est là-dessus qu'il va falloir creuser. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Louis-Mathieu Nivose. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Joanna Lalonde, avec la voix de Julie Drey.